Bon, bonjour Virginie, Maître Lachapelle, bonjour Simon. Un notaire, c'est quoi le titre? Comment on présente ça? Pas notaire, mais excusez-moi, un fiscaliste. C'est Monsieur Rivet, mais le terme professionnel, c'est quoi? En fait, fiscaliste, il n'y a pas d'ordre professionnel. Dans le fond, n'importe qui peut se dire fiscaliste. Dans le fond, moi, j'ai fait une maîtrise en fiscalité. Je n'ai pas le droit de me faire appeler maître. J'ai eu. J'ai déjà dit. Oui, c'est ça. J'ai eu un petit conflit avec le barreau pour ça. Mais on s'est informé, puis finalement, on n'a pas le droit. Fait que, bon. Nous non plus, les courtiers, on n'a pas de titre. C'est Monsieur Fafard, Monsieur Rivet, mais Madame Lachapelle, alors, par contre, on peut l'appeler maître encore. Mais ça me fait plaisir qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Simon, on peut se tutoyer? Oui, c'est parfait. Super. C'est ça, je vais te laisser te présenter. Je pense que les gens ont deviné qu'aujourd'hui, on a rencontré Fiscalis pour bien comprendre son rôle dans une transaction immobilière, puis mieux comprendre comment le fiscaliste peut faire une différence pour un acheteur ou un vendeur dans le milieu de l'agriculture. Je vais donner la parole, Simon, si tu veux te présenter. Dans le fond, moi, je suis Simon Rivet. Je suis planificateur financier fiscaliste. J'ai mon cabinet de planification financière et de consultation fiscale depuis 2014. J'ai développé, direct en partant à partir de 2014, moi j'ai l'historique qui vient un petit peu d'ailleurs, et j'ai travaillé dans la région de Lanaudière, dans beaucoup de fermes, donc j'ai développé une certaine expertise au niveau agricole. Donc, c'est un petit peu ça, là. J'accompagne les agriculteurs. Normalement, je peux les accompagner dans des projets de vente, des projets de transfert, l'intégration de relève, des roulements, des acquisitions, des ventes. Donc, c'est un petit peu ça. Le fiscaliste, à quoi il sert principalement? Ben, on vient trouver des façons légales de sauver de l'impôt. Okay? Grosso modo, c'est ça. Donc, aller gratter, la loi de l'impôt, c'est épais de même. Je ne vous dis pas que je la connais sur le bout de mes doigts, mais quand même, là, toute la section agricole, c'est des règles qui sont spécifiques et importantes. Puis, que ce soit dans l'agriculture ou dans n'importe quel autre domaine, dans le cadre d'une transaction, une des choses qui est le plus important, c'est la répartition du prix de vente. Okay? Parce qu'une vente de 10 millions, si c'est 10 millions pour des terres, il y a à peu près 2,5 millions d'impôts. Mais si c'est 5 millions pour de la machinerie, des équipements, des bâtisses, puis 5 millions pour les terres, bien là, il faut le savoir parce que si on a pris de l'amortissement sur les terres, sur les équipements, bien, quand on vend, bien, tout ce que le gouvernement nous a donné en dépenses d'amortissement est récupérable l'année où ce qu'on vend. Fait que souvent, les clients viennent me voir, ils ont une idée, parfait, j'aimerais ça avoir tel montant, puis c'est rare que les gens, quand ils vont venir établir un coût, ils vont dire, bien, parfait, regarde, j'ai tant, sans arpent, sans arc, ils focus sur le prix global, puis souvent, les bâtiments, ça vaut-tu quelque chose, ça vaut-tu pas quelque chose? On s'entend, il y a certains domaines que c'est ça qu'on appelle l'impôt latent? De l'impôt latent, c'est quand on a acheté des actifs, disons, j'ai acheté une terre à 1000 $ en 1983, puis là, aujourd'hui, elle vaut 2 millions. Fait que l'impôt latent, c'est l'impôt qui est latent entre, parfait, le prix que j'ai payé versus le prix que j'ai vendu, le montant que je vais payer d'impôt la journée que je vais le vendre. OK? Des fois, les comptables, ils en mettent une portion dans l'état financier, mais la plupart du temps, c'est en discutant avec le fiscaliste que des fois, il y a des gens qui ont des surprises. C'est pour ça, moi, souvent, quand je suis dans une transaction agricole, puis je représente un acheteur ou un vendeur, je leur dis toujours, avez-vous consulté votre fiscaliste afin de voir quelle est la meilleure façon de vendre pour vous? La journée qu'on a une promesse d'achat, voulez-vous mettre telle valeur, ce qu'on appelle la fameuse ventilation du prix de vente, telle valeur pour la machinerie, telle valeur pour les bâtiments, les terres? Moi, sur le terrain, on est quand même très habilité à évaluer la valeur de la terre en culture, les boisés, les bâtiments. Et des fois, la répercussion de la ventilation du prix de vente est quand même importante sur la finalité, là, combien que les parties vont avoir dans leur poche chez le notaire, mais surtout, dès le début, choisir, on vend-tu des actions ou des actifs? C'est à ce moment-là, justement, que si on a pris cette décision éclairée-là dès le début, pour la notaire, ça risque d'être un travail beaucoup plus simple et de ne pas avoir à refaire le travail en double si
pendant le processus, on choisit de vendre en action, puis on a commencé en actif. Puis peut-être que, Maître Lachapelle, Virginie pourrait préciser ce que je veux, ce que je sous-entends ou ce que je veux dire, c'est que c'est des actes de notaire qui sont différents quand on choisit de vendre, de transiger en action au lieu d'actif, je ne me trompe pas. Ben oui, là, absolument, parce que dans le fond, une vente d'actifs, c'est qu'on va avoir un acte de vente avec justement la terre, les bâtiments, peut-être la maison, avec une répartition du prix de vente. Mon rôle va constituer en l'examen des titres de propriété, puis je vais recevoir aussi des instructions d'un prêteur hypothécaire pour prendre des garanties sur ces actifs-là. Puis le prêt va être donné à la compagnie qui achète ces actifs-là. Si en cours de route, ça devient une vente d'actions, bien là, à ce moment-là, ça change tout parce que le prêt sera plus bon. Le prêt, il faut qu'il soit vraiment donné à la compagnie qui est propriétaire, donc qui est propriétaire actuel. Fait que les vendeurs doivent souvent venir signer le financement avant de pouvoir vendre leur action. Donc, ils empruntent pour se payer eux-mêmes. Fait que tout le financement change. Quand on est avec des financements agricoles, là, ça ne changera pas dans l'intérieur d'une semaine. Donc, si on décide de changer la formule en cours de route, bien, on peut penser à un prolongement de 1 à 2 mois. Sinon, si ça se termine quand même en vente d'actions, ça peut être une vente d'actions simple, là, si tout le monde a des A, là, puis j'ai juste à transférer des 2 certificats d'actions A, mais des fois, les gens ils ont des actions de roulement. Qu'est-ce qu'on fait avec ces actions-là? On les paye-tu? On les fait d'autres choses. Là, c'est là que le fiscaliste, il faut qu'il m'aide. Mais c'est vraiment pas la même transaction. Si c'est une vente d'actifs ou une vente d'actions, si on achète les actions, on achète aussi le passé de l'entreprise, on achète tout ce qu'il y a dedans. OK? Fait que là, souvent, quand on dit, parfait, moi, j'ai une compagnie, je suis intéressé à vendre la terre A, mais j'ai aussi la terre B, C. Là, s'ils ne sont pas contigus, on va dire, parfait, regarde, on va se créer une deuxième compagnie, on va transférer nos terres qu'on veut garder dans une autre entité, puis on va vendre nos actions de l'entreprise, que son seul actif, ça va être la terre ou les actifs qu'on veut vendre. OK? Mais quand on achète des actions, on achète les actifs, on achète l'action, puis la compagnie, mettons, ça vaut 10 millions les actions, mais les terres ont été payées 5. Si on achète les actions, on ne se retrouve pas avec des terres qui ont été payées 10 millions. Ils ont toujours été payés 5 millions. Fait que si on les revend, c'est là que on parlait de l'impôt latent, c'est-à-dire, parfait, si j'achète mes actions, puis que sur mes actifs qui sont dans ma compagnie, j'ai de l'impôt latent, OK, oui, si on liquide ou on fusionne, il y a un moyen de faire ce qu'on appelle un bump fiscal pour augmenter le coût, mais ça s'applique juste aux terres, ça ne s'applique pas aux bâtiments, ça ne s'applique pas aux équipements. OK? Puis, autre chose qu'on achète les actions, mais on achète aussi le passé fiscal. OK? Fait que si tu achètes les actions d'une compagnie, puis le vendeur, lui, il faisait du noir, puis là, la compagnie se fait enquêter par le gouvernement, c'est toi, en tant qu'acheteur, qui viens être responsable. Là, des fois, avec le notaire, on met des clauses avec le parfait, on va garder une balance de prix de vente pour un certain nombre d'années dans le compte notarié pour dire, normalement, tout ce qui existait avant la vente, dans le contrat, on va marquer que c'est la responsabilité du vendeur. Mais vous savez, si l'acheteur a acheté, a payé 100% du montant, le vendeur est parti avec l'argent. Puis là, maintenant, on dit, parfait, le gouvernement revient, il doit 50 000. Mais s'il n'y a pas d'argent qui est resté chez le notaire, là, il faut que l'acheteur court après son vendeur, puis attende des procédures pour aller récupérer son argent. Ça alourdit de beaucoup le processus, disons, versus laisser de l'argent un petit peu chez le notaire. C'est pour ça que moi, mettons, dans mon bureau, les ventes d'actions vont surtout être faites entre personnes qui se connaissent bien et qui sont amies. J'ai jamais vu de transaction qui a viré d'une vente d'actifs à une vente d'actions si les 2 personnes ne se connaissaient pas. Ça m'est arrivé une fois là, que ça l'a viré, que c'était un des employés de la ferme, que ça faisait 15 ans qu'il travaillait là, qui a acheté la ferme. Il était au courant, autant de la comptabilité, c'était lui qui était l'employé clé, qui était vraiment la relève, là, tout inspiré, puis qui était au courant de tout. Ils sont allés par vente d'actions alors qu'il avait signé une promesse d'achat pour la vente d'actifs, puis après, le fiscaliste se dit on va y aller en vente d'actions.
Mais reste que c'est quand même rare que ça va switcher en plein milieu, là. Mais ça pourrait... Également, on veut le planifier avant parce que ce n'est pas les mêmes conséquences fiscales. Là, si tu me dis, moi, je suis prêt à payer 2,5 millions pour tes actions, puis tu me dis, je suis prêt à payer 2,5 millions pour ta terre. On va prendre la terre. Ben non, on va prendre les actions, on va mettre plus d'argent dans mes poches. Ben oui. Ben, c'est ça. Moi, ce que je vois sur le terrain, souvent, le vendeur préfère, c'est ça. Une vente d'actions. Mais du côté acheteur, souvent, ils veulent comme peser sur le bouton reset pour effacer l'historique. Justement, si en achetant, on va y aller avec une vente d'actifs. Mais en même temps, bien souvent, c'est une vente qui est faite sans garantie légale, telle que vue au risque et péril de l'acheteur, parce que dans le milieu agricole, on ne peut pas tout savoir tout ce qui s'est passé sur une terre, sur un site qui a plusieurs années d'histoire. Puis, on le sait, là, à l'époque de nos parents, nos grands-parents, des éco-centres improvisés sur une terre, c'était fréquent. Là. Fait que des fois, l'environnement, c'est bien correct, là, il ne faut pas vérifier que ça, mais c'est très fréquent qu'on va aller, le producteur, il reprend un champ qui est abandonné dans le fond là-bas, un ancien pâturage, mais qui finalement, il fait des belles découvertes. C'est pour ça que, même si tu as acheté en action ou en actif, la plupart des transactions aujourd'hui sont vraiment, c'est tel que vu. Surtout qu'il y a souvent des propriétés ancestrales, des bâtiments des fois qui sont désaffectés. En fait, c'est toutes des questions que je trouve que c'est intéressant de poser à notre fiscaliste. C'est-à-dire que si je vends une ferme et que j'ai 2 bâtiments agricoles qui sont désaffectés, non utilisés, le courant il est fermé, j'ai beau avoir un rapport d'évaluation, si le bâtiment il n'y a plus de vocation depuis 3 ans, il n'y a plus rien, ça me surprendrait qu'on puisse utiliser son impact fiscal dans la ventilation. Même chose pour la maison. Mais souvent, on veut, parce que ça dépend du coût, là. Normalement, ce qu'on veut, c'est dire, parfait, si tu as acheté un actif autre que la terre, les bâtiments, la machinerie, ce qu'on veut, si c'est vendu par une compagnie, c'est de vendre ces actifs-là à la valeur dépréciée. Si tu l'avais payé 100 000, puis là, tu as pris de l'amortissement dessus, puis il en reste plus rien que 50 000, tu dis, parfait, moi, je ne veux pas d'impôt sur cette portion-là, je vais la vendre à 50 000. Puis ce qu'on veut, en date d'aujourd'hui encore, le gain à capital au Canada, il y en a juste 50 qui est imposable, puis il y a 50 qui est non imposable. Fait qu'on va aller maximiser le montant qu'on va mettre sur nos terres parce que ce montant-là, il est juste à moitié imposable, tandis que sur les autres actifs, si on a pris de l'amortissement, avant d'avoir notre portion à moitié imposable, il faut tout aller récupérer les dépenses que le gouvernement nous a données. Si on avait un actif de 100 000, puis il reste 50, si tu le vends 200, tu as un 100 000, c'est entre ton 100 000 de coût et ton 200 000 de valeur qui est à 50 imposable. Puis tu as un autre 50 000 qui est parfait. Le gouvernement t'avait permis de prendre 50 000 de dépenses parce que l'amortissement, c'est une fiction fiscale que le gouvernement te dit, parfait, ton actif, il perd de la valeur dans le temps, il se déprécie. Là, quand ça me fait penser un petit peu au REER. Ça me fait penser un petit peu au REER. C'est de l'impôt reporté. Oui, c'est sûr que quand c'est une société opérante, tu sauves de l'impôt à ton taux d'impôt, que ça peut être 12,5, 26, 20, ou si c'était une compagnie de placement, c'est complètement différent. Là. Le taux d'impôt, c'est 50 Fait que là, je leur dis, le taux d'impôt est fixe, fait que tu n'as pas vraiment d'intérêt à ne pas prendre. Je veux dire que tu vas sauver 50 que tu le sauves aujourd'hui puis que tu les repayes plus tard. Moi, j'aime bien mieux sauver $1 d'impôt aujourd'hui pour avoir $1 d'impôt à payer dans 10 ans. Mais Simon, moi, je me suis fait poser une question récemment. C'est parce que je sais depuis le début que je vends des fermes que les producteurs agricoles, ils ont approximativement le droit à 1 million d'exonération en gain en capital et qu'ils vendent leur ferme. Mettons, si ce sont 2, monsieur et madame, ils ont le droit à 2 millions. Mais en même temps, c'est que quelqu'un qui vend son entreprise, mais qui n'est pas producteur agricole, mais qui la vend en action, au lieu de la vendre en actif, exemple, il a le droit à ça aussi. Donc, c'est quoi le vrai avantage de l'exonération du gain en capital pour le producteur agricole? C'est ça que j'avais de la difficulté d'expliquer à quelqu'un. Il dit, c'est la même chose que si je vendais mon dépanneur. Là, j'étais comme bouche bée un peu parce que n'y avait pas tort. En fait, dans le fond, pour les personnes qui sont agriculteurs, on a droit à l'exemption pour gain capital sur 3 types d'actifs. OK? 1, des actions d'une société agricole familiale.
Oui. 2, sur des participations, quand c'est une société de personnes, une SENC, Oui. ou si on a des biens agricoles personnels, OK? Directement, une terre personnelle, un quota personnel, n'importe quel actif qui se rentre dans la définition de bien agricole admissible, même si tu le détiens personnellement, ben là, tu peux aller chercher ton exemption. Puis souvent, ben, il y a des transactions, des stratégies, des fois que, parfait, j'ai une terre personnelle, là, je suis sur le bord de ma retraite, je veux vendre ça, exemple, à mon fils, mais parfait, je vais vendre ma terre à la compagnie de mon fils ou à ma propre compagnie, puis je vais être capable d'aller chercher mon exemption d'1 million puis de mettre l'argent dans mes poches. OK? Sans qu'il y ait, il va y avoir un changement de propriété, là, ça va passer de personnel à compagnie, mais on n'est pas obligé de vendre à un tiers. OK? Versus, puis là, ben, ils ont changé les règles en 2021. Maintenant, on peut vendre les actions d'un parent à un enfant puis aller chercher l'exemption, mais disons qu'il y a des critères quand même importants à aller atteindre versus si on vendait les actions à un étranger, c'est beaucoup plus simple. Mais maintenant, c'est plus vrai que c'est désavantageux de le vendre à notre enfant parce que ce l'était jusqu'à 2021. Tandis que si je suis propriétaire d'un terrain zoné blanc en ville, mais qu'il n'y a rien qui s'est construit pendant plusieurs années, mais il est zoné blanc, puis je le vends à quelqu'un, ben, je n'aurai pas le droit à mon exonération parce que ce n'est pas un bien agricole. C'est un peu ce que je comprends. S'il est détenu à mon nom personnel. Ben, s'il est détenu à ton nom personnel, tu n'auras pas le droit à l'exemption pour gain capital, sauf que tu pourrais avoir le droit à l'exemption pour gain capital agricole si ton terrain qui est maintenant zoné blanc a déjà été un terrain zoné agricole, que tu n'as hérité de ton père ou de ton grand-père, qu'eux, ils ont déjà fait de l'agriculture dessus. Même si aujourd'hui, il est zoné blanc, ben, tu peux avoir le droit à ton exemption. Tu sais, puis, il y a un cas fameux, une jurisprudence qui est sortie, des gens, c'était rendu un stationnement quand ils l'ont vendu, mais c'était passé du grand-père au père à eux, puis ça a toujours suivi la ligne. Puis, tu sais, dans le temps du grand-père, c'était exploité. Il y avait les preuves, parce qu'on s'entend, il y a des critères à respecter. Puis, il y avait assez de données pour dire, ben, malgré que c'est un stationnement aujourd'hui, ben, on donne droit à la déduction pour gain en capital agricole parce que ça respecte les critères. OK? Là, je n'entrerai pas aujourd'hui dans le cadre du vidéo dans les détails de ces critères-là, mais juste pour vous donner un petit résumé, il y a des critères selon que vous avez acheté, quand c'est des biens personnels, selon ce que vous avez acheté la terre avant 87 ou après 87. OK? Disons, avant 87, c'est beaucoup plus facile. Il y a moins de détails à fournir, mais après 87, il faut démontrer que pendant au moins 2 ans, une de nos entités a touché son revenu principal de l'agriculture. OK? Fait que, ça les limite beaucoup de gentleman farmer, du monde qui a un job à temps plein, mais comme petite terre, une petite fermette, je vais aller chercher mon exemption. Là, si on me consulte, je vais peut-être vous dire, ben, regardez, il y a peut-être une solution, mais c'est du cas par cas. T'sais. Ça veut dire que pour le fiscaliste, la date importante du milieu agricole, c'est 87-88, puis chez le notaire, c'est plus 78-80, la loi de la CPTAU, c'est ça? 7 juin 87, là, quelque chose comme ça. Là. OK. Ah, mais merci. Tu vois, là, c'est un petit peu plus clair dans mon esprit parce que, tu sais, des fois, on lit un article dans la Terre de chez nous, ça donne une idée, là. Mais c'est bon, des fois, de le préciser avec quelqu'un qui est là-dedans tous les jours. Puis tu sais, peut-être tu en côtoies moins dans ta pratique, mais moi, des fermes qui ne sont pas incorporées, tu sais, il y en a encore là, vraiment beaucoup, là, tu sais, peut-être pas la moitié de mes clients, mais tu sais, presque, tu sais, sont en société de personnes, sont individuels, puis là, ben, tu sais, avoir la compagnie, tu sais, souvent on met des structures et dire, parfait, nous, ce qu'on veut, l'avantage d'avoir la compagnie, c'est le petit taux d'impôt. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on garde les actifs, s'il n'y a pas trop de dettes dessus, on garde les actifs personnels ou dans une société, puis on va créer la compagnie, puis notre compagnie, c'est elle qui va générer les profits, puis c'est elle qui va payer juste 12,2 % d'impôt sur son profit, là, tu sais. Ouais. En grande partie, c'est ça l'idée. Je vois souvent des SENC, mais j'ai vu aussi des SEN. Il était au-dessus de. Il y avait des commanditaires là-dedans. Des SEC. Comment? Société en commandite. SEC. C'est ça. Mais c'était pas SNEC. Là. Il y avait une nuance là, avec des commanditaires. Oui, c'est ça.
un commanditaire, puis des commanditaires et un commanditaire. Oui, c'est ça. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient acheter des lots de bois par exemple, mettons, un grand territoire de 1500 hectares, en groupe. J'ai vu qu'il y avait, mettons, je ne sais pas, 20 personnes qui participaient à ça, tandis qu'une compagnie, on m'expliquait que si c'était des petits participants, ben, c'était moins le bon modèle de transiger. Là. Ce qu'on m'avait expliqué, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui investissaient des sous, donc c'était mieux d'y aller avec ce produit-là. Mais... Bien, la société en commandite, on voit plus ça dans l'immobilier résidentiel, construction, tu sais, des gros parcs, là, un promoteur qui va avoir un 250 portes, le besoin de financement. Fait que là, on va aller chercher peut-être plusieurs personnes qui vont venir investir dans la société en commandite. Puis là, ben, ils prennent des parts passives. Puis, tu sais, dans l'agricole, c'est plus difficile. C'est pas un revenu passif, c'est souvent un revenu d'exploitation active. Fait que là, il faut que tu aies un contrat béton pour dire, parfait, regarde, vous mettez le cash, moi, j'exploite, puis voici comment on répartit le... Moi, je l'ai vu une fois dans justement les productions forestières, parce que souvent, c'est un produit d'épargne. Parce que c'est pas, on sait, le bois, c'est pas comme un champ de blé, c'est pas chaque année. Là. On fait un peu de jardinage avec un plan d'aménagement forestier sur quelques années, mais c'est plus sur du 15 ans, 20 ans que. En fait, c'est un produit d'épargne. Puis, moi, à l'époque, c'était des comptables. C'était plusieurs comptables qui avaient acheté ça ensemble. J'avais trouvé ça intéressant comme transaction. Parce qu'on le sait qu'à saison d'hiver, on ne veut pas avec la terre de chez nous. Les mondes qui m'appellent, c'est pas juste des producteurs. Des fois, il y a des producteurs forestiers. Puis, des fois, il y a des gens qui proviennent du milieu agricole, mais qui aujourd'hui sont comptables, fiscalistes, notaires. Puis, encore des fois, ça les interpelle d'investir de où est-ce qu'ils viennent, puis d'acheter des terres dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, bien, c'est sûr que nos clients, c'est vraiment pas juste des producteurs agricoles. Là. Il y en a aussi des gens qui ont juste des projets en zone agricole, puis il faut guider là-dedans, puis s'assurer qu'ils vont parvenir à leur objectif ou sinon, il faut briser leurs rêves. On s'en est parlé là dernièrement. Moi, un client, lui, il va acheter une terre pour avoir un entrepôt pour mettre ses véhicules de transport. J'ai appelé Virginie, je me semble, selon ça pétait un peu. On n'a pas le droit de faire ça. Non, on n'a pas le droit de faire ça. J'ai pété sa bulle un petit peu. Moi, ce que je vois souvent, c'est en fait, le producteur peut entretenir sa machinerie et faire un peu de mécanique dans son garage pour ça. Mais quand c'est rendu, sa principale activité de réparer d'autres tracteurs et des véhicules de d'autres voisins, c'est différent. Mais c'est un peu ça, fais-le tant qu'il n'y a pas de plainte, puis tant que tu ne te fais pas pogner, mais essaye pas de gagner une valeur en partant d'une entreprise, puis d'un jour vouloir vendre ça comme un garage commercial, ça ne fonctionne pas. Là, puis engage-toi pas 10 employés que du jour au lendemain. Non. C'est mais à quel point que la notion, non, tu peux pas jouer la carte du droit acquis, la prescription acquisitive sur une utilisation. Non, droit acquis, c'est 9 novembre 78. OK, mais je veux dire, si demain, là, le producteur, lui, ça fait 10 ans que sur son site, il fait de la mécanique automobile, puis personne n'a levé la main. Je me pose la question. Il y a un article dans la loi, l'article 101.1, qui parle de présomption de conformité. À partir c'est un délai de 5 ans. OK? Fait que le délai de 5 ans va commencer à courir soit au moment de la publication de l'acte de vente. Donc, maintenant qu'on aurait fait un morcellement et on n'avait pas le droit, puis ça fait 5 ans, il y a une présomption que c'est conforme. Les autres, c'est 5 ans suivant la fin de la construction. Mais là, s'il a utilisé un bâtiment agricole ou un garage pour effectuer sa mécanique, il n'y a pas de nouvelle construction, ça ne marche pas. Sinon, c'est 5 ans suivant l'émission d'un compte de taxes en l'absence de construction ou fin des travaux en l'absence de construction. Et là, s'il n'a pas fait de travaux, s'il n'a pas averti la municipalité de son changement d'usage puis qu'il n'est pas taxé commercial, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit arrivé quelque chose de public puis que la CPTAQ ait pu prendre conscience qu'il y avait un usage dérogatoire qui était exercé à cet endroit-là puis que la CPTAQ ne fait rien pendant 5 ans. Là, il pourrait y avoir une présomption, mais c'est quand même super difficile à prouver. Je n'ai jamais vu de cas, là, parce que ce n'est pas parce qu'on utilise un chemin qui sert à des fins agricoles pour une autre fin agricole qui vont pendant 5 ans que ça devient un chemin utilisé à des fins commerciales. C'est un jugement récent qui est sorti qui parlait justement
d'un chemin, mais c'est la même chose. Tu utilises un bâtiment agricole puis qu'à l'intérieur, tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit. Si personne ne le sait, puis s'il n'y a pas moyen que personne ne le sache, il n'y aura jamais de prescription qui va s'appliquer. Là. Je pensais, c'est ça. Il faut que ça soit public. Si, mettons, il est allé chercher, l'inspecteur de la municipalité aurait passé là en 2007, l'inspecteur aurait constaté qu'il y avait une utilisation commerciale, il change son rôle d'évaluation ou il le met commercial. Mettons qu'on était dans une zone municipale qui permet les usages commerciaux, même si on est en zone agricole, ça peut arriver. Bien là, tu sais, si c'est taxé commercial depuis 5 ans, je pourrais essayer quelque chose, mais tu sais, il faudrait vraiment que la CPTAQ le reconnaisse parce que je ne serais pas prête à vendre puis à garantir à mon acheteur qu'il peut continuer là. Tu sais, il faudrait comme dire à la CPTAQ, moi je pense qu'il y a la présomption, est-ce que la présomption s'applique? Puis là, on pourrait avoir une réponse de la commission, mais ça ne serait pas moi qui... Ça serait une demande, ce n'est pas une déclaration. Ça fait 5 ans, et voilà, je suis correct. Oui, bien peut-être que j'essaierais en déclaration, en fait, ou en pas en déclaration, c'est pas vrai, mais en vérification de droit. Il y a comme soit des demandes, des déclarations, des vérifications de droit qu'on peut faire. Je pense que je m'essayerais en vérification en premier, mais tu sais, encore là, je ne suis pas sûre, là, tu sais, fait qu'on s'essaye, puis là, s'ils ne reconnaissent pas les droits, bien là, on pourrait dire, on va y aller en demande, là, puis, parce que, tu sais, j'ai déjà eu une demande qu'on a portée, puis que là, on est rendu en contestation, puis que là, on a comme allumé que crime, ça faisait 5 ans, là. Fait qu'on l'a dit, puis finalement, on l'a eu, là, comme quoi qu'ils ont reconnu qu'il y avait eu l'application de l'article 100.1. Je ne la connaissais pas, celle-là. L'application de l'article 100.1, c'est ça? Oui, mais là, j'ai un doute, là. C'est-tu 101.1 ou 100.1, là, un des deux? Mais c'est vraiment un article sur la prescription. La présomption de conformité, dans le fond, suivant un délai de 5 ans. C'est la même présomption qui s'applique, mais celle-là, c'est un délai de 3 mois. Quand on leur envoie une déclaration pour déclarer un droit, ils ont 3 mois pour nous répondre. S'ils ne nous ont pas répondu dans un délai de 3 mois, c'est présumé conforme. Je veux dire, à chaque fois qu'on parle avec un fiscaliste sur un domaine, ça quelque chose. Des délais. Ben, c'est ça. Ça, à un moment donné, ça vient, là, mais c'était un petit peu ça, je pense, l'objet là, de la discussion aujourd'hui. Là, c'était de suggérer à des vendeurs qui pensent vendre, pourquoi avoir un fiscaliste avant, pourquoi avoir un notaire avant, puis pourquoi avoir aussi là, un courtier immobilier. Ça peut être super pertinent parce que juste toi, tu t'enlignes ces gens-là vers nous. Donc, moi, je dis toujours, je mets la table. C'est-à-dire que je mets la table, mais c'est important de mettre les ustensiles au bon endroit, les petits taquets, le verre d'eau, tout ça. Mais c'est tout à fait plus facile quand les gens ils ont déjà leur kit d'ustensiles, puis ils ont fait de leur vérification avec le fiscaliste comptable. Après ça, quand on met en vente, ben, si on arrive chez le notaire, puis ça sera en ligne droite, puis on respecte les délais, puis on conclut une belle transaction, puis le printemps arrive, puis le nouveau producteur il est dans son nouveau champ. Il n'y a pas de surprise, parce que moi, j'ai vu très, très, très souvent des parfaits. Une offre d'achat avec un prix global. Parfait, je vends ça 10 millions, puis après ça, ben, OK. Mais là, on fait comment la répartition? Puis là, ben, après ça, si ce n'est pas marqué dans l'acte, là, ben, il faut se rasseoir, il faut le prévoir. Après ça, il faut que le banquier accepte de dire, ben, parfait, regarde, moi, j'ai une évaluation qui dit que ça vaut 8 millions, tu le vends 10, moi, je te finance rien que sur 8. Ah, bien là, on va jouer peut-être sur d'autres actifs pour venir dire. Sur d'autres garanties. Simon, je peux te poser la question, à quel site Internet ou peut-être tu aurais un outil à me référer que je peux aider des fois? Ben, c'est sûr et certain que c'est le temps plus facile que le client vous appelle directement pour poser ses questions. Tout ce qui est de qu'est-ce qui est taxable en termes d'actifs, qu'est-ce qui est imposable lors d'une transaction. Y a-t-il comme un tableau sur le site de Revenu Québec qu'on en parle pour donner une bonne idée? Non. Je n'ai jamais vu quelque chose de même. Ça serait super. Je vais te dire, de façon générale, là, tout est taxable, sauf si tu rentres dans une exception. En RTP STVQ, c'est ça la règle. OK? Considère que c'est taxable dans tous les cas, sauf si tu rentres dans une exception. Puis, au niveau de l'impôt, ben, tu peux, ça s'applique plus pour les particuliers, mais sur le site du CQFF, qui est le Centre québécois de la formation en fiscalité, là, moi, je suis membre, donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui est disponible aux non-membres, mais normalement, il y a un cartable qui fait annuel. Là, les déclarations fiscales des particuliers. Oui. Puis, là-dessus, il y a un chapitre au complet sur l'exonération d'1 million. Okay? Même pour les non-agricoles. Fait que
c'est des informations très intéressantes. On s'entend, là, le cartable, ça coûte 200 quelques dollars pour l'avoir, mais tu sais, s'il y a des gens qui sont intéressés, moi, j'ai pas de problème à. Nous, on l'a en PDF, d'envoyer le chapitre. Non, moi, je m'en suis rendu compte des fois sur des transactions, il y avait 15-20 000 de différence finale dans les poches du vendeur quand on jouait des fois avec certaines ventilations. On en met plus sur les bâtiments, moins sur. C'est surtout sur la maison aussi. Jamais dans ce que vous avez parlé de la résidence, mais la résidence principale, elle, fait partie d'une des exceptions qui fait que TPS TVQ, c'est pas payé dessus. Puis aussi, si c'est la résidence principale, ben, elle est exonérée là, du paiement de garantie. Elle est exonérée dans la situation où elle est détenue personnellement. Oui. Si elle est dans la compagnie, elle est imposable. Oui, mais là, c'est ça. Mais moi, souvent, c'est là que ça joue plus quand je reçois une promesse d'achat où je n'ai pas de répartition du prix de vente. Si, bon, les vendeurs, c'est des particuliers, ils habitaient dans la maison, c'est leur résidence principale, mais pour eux, c'est bien plus avantageux de mettre plus élevé du montant de résidence principale, puis moins élevé pour la terre, quoique la terre, il y a quand même le million, mais si on est capable de tout exonérer, tant mieux, mais sinon, ça peut jouer. Tandis que si les particuliers, ils n'habitaient pas la résidence, mais que les acheteurs ont l'intention de l'habiter, bien là, c'est bien mieux de mettre plus bas la maison, tu sais, fait que moi, c'est avec la maison, tu sais, pour le reste des bâtiments, là, moi, justement, c'est rare que ça va faire une grosse différence. C'est rare que les montants des bâtiments est bien élevés, mais là, je comprends pourquoi, Simon, qu'on met toujours les bâtiments plus bas. Maintenant, j'ai compris. Moi, c'était plus avec la maison qu'on pouvait jouer. Fait que tout dépendamment qu'est-ce que l'acheteur veut faire avec, il veut-tu l'habiter ou pas? Parce que s'il n'y a pas d'intention de l'habiter, il ne faut pas que la valeur soit basse parce que c'est lui qui va s'imposer plus tard à la revente. C'est sûr, effectivement, d'une situation comme celle-là, quand le client est venu, parce que c'est arrivé très souvent, le client vient me voir, OK, je veux vendre, moi j'ai une fermette, OK, puis les gens, ils ne savent pas. Tu sais, quand j'ai ma maison, j'ai ma terre, ben, tu sais, l'exemption pour résidence principale, c'est ta maison plus 53 000 pieds carrés autour. C'est un terrain de 300 000 pieds carrés. Ah, c'est ma maison, oui, mais il y a une portion imposable. Fait que là, ce qui est intéressant, puis même quand c'est non agricole, ben, tu peux dire, ben, parfait, regarde, je vais aller, puis oui, c'est 650 000 ma maison, mais la répartition va être comme ça. 600 000 la maison, 50 000 le terrain, puis tu le répartis directement. Fait comme ça, puis quand tu transiges avec un tiers non lié, tu sais, pas quelqu'un de ta famille, bien, le gouvernement ne peut pas revenir en arrière et dire ben, ta répartition était déraisonnable. Mais là, nous, on est deux personnes qui agissent selon leur propre intérêt, puis on a négocié ça. Fait que le gouvernement ne peut pas venir dire ah ben non, il faut que tu mettes tel prix pour la terre puis tel prix pour la maison. Contrairement à quand tu transiges avec quelqu'un avec qui tu as un lien de dépendance ou quand tu transiges avec ta propre compagnie, ben là, tu ne peux pas choisir n'importe quoi. Il y a une présomption qui dit que tu es réputé transiger à la valeur marchande. Fait que, si ta maison en vaut 500 000, ben, tu ne peux pas avoir de ta compagnie 1 million. Imaginez le client qui fait affaire avec nous trois, c'est-à-dire les trois chapeaux, courtier, fiscaliste, notaire. Ben, moi, en tant que courtier, si je mets la table, puis j'ai un contrat de vente avec un vendeur qui dit, après vérification avec le fiscaliste, moi, vendeur, je veux ventiler ma transaction selon ces pourcentages-là. Ben, si on est dans un marché où il y a beaucoup d'acheteurs, puis qu'on a le prix demandé du vendeur, ben, le vendeur ne sera jamais forcé de ventiler de la façon que l'acheteur le veut parce qu'il y a un contrat avec un courtier qui le représente qui dit « moi, je veux ça comme ça ». Un peu comme le locataire, le propriétaire d'un immeuble qui ne peut pas dire à une femme avec 4 enfants ou une femme qui est d'une autre race, on va le dire de même, tu ne peux pas dire à quelqu'un ben, « je ne veux pas avoir une femme avec 4 enfants chez nous », mais quand tu fais affaire avec un courtier immobilier, le courtier ne peut pas faire la même chose, mais il peut pré-filtrer, il peut faire en sorte d'aller chercher le bon client pour le vendeur. Donc, avec une première vérification fiscaliste, ben, moi, en tant que courtier, je peux travailler pour aller chercher l'acheteur qui a le profil que le vendeur veut et une forme d'action active comme ce que le notaire va conclure pour sa transaction. Donc, on peut faire une belle équipe ensemble. Hein? Ben oui, ça peut être un travail d'équipe. C'est sûr que moi, le client qui vient me voir, s'il t'a déjà parlé, David, puis qu'il est aligné sur un prix, parce que souvent, moi, c'est OK, mais tu veux vendre combien? OK, puis selon ce que tu veux vendre, OK, tu mets les actions, les actifs. Puis souvent, moi, je dis, ben regarde, j'y vais à contrario. Je dis, mais tu veux combien dans tes poches? Oui, c'est ça. Prix plancher.
dans tes poches, tu veux combien? Puis là, après ça, ben, que ce soit une vente d'actifs, une vente d'actions, moi, je suis capable de dire, parfait, moi, je veux comparer des pommes avec des pommes. Fait que toi, tu veux 1 million dans tes poches, ben, parfait. Si tu vends tes actions, ben, avec ton exemption d'1 million, ben, tu vas en vendre 1 million, tu es correct. Si tu vends tes actifs, puis tu vas avoir 1 million dans tes poches, ben, comme il y a de l'impôt, ben, peut-être faut que tu vendes 1,3 million ou 1,4 million ton actif pour qu'il reste 1 million dans tes poches à la fin. Fait que, tu sais, l'acheteur, tu sais, souvent, l'acheteur, il va être intéressé à acheter. Tu sais, il arrive, il dit, parfait, moi, je m'en viens acheter l'actif. Il dit, ben, parfait, regarde, moi, je te vends mes actions. Puis, souvent, ben, tu vas donner un rabais substantiel, puis il va dire, ben, OK, là, ça vaut peut-être plus la peine, tu sais, parce que dans les poches du vendeur, il va en rester plus en vendant les actions qu'en vendant les actifs habituellement. Tu sais. Ouais. Puis, il y en a qui sont très confortables aussi, transigents en action. Puis, j'en ai vu des belles transactions concluantes, très bien faisantes. 5 ans après, 4 ans après, les gens sont aussi satisfaits. Non, c'est très fréquent. Nous, on ne peut pas vendre une ferme en action, mais on peut la conclure en contre-proposition sous forme de vente d'action. Donc, la transaction s'est conclue finalement en vente d'action, mais initialement, on vendait une ferme en actif. Et c'est, en tout cas, très intéressant aujourd'hui. J'ai bien aimé, Simon et Virginie, qu'on puisse jaser les trois ensemble. Puis, ben, écoutez, je vais rendre la courte vidéo disponible en ligne. On va dire bonjour à tout le monde. Puis je vais Bonjour!